Bonjour, bonjour. Bonjour Marie-Céline, comment vas-tu? Je vais parler aujourd'hui d'un élément important, le déni social. Je vais parler de la destinée. Bonjour, bonjour. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Bonjour Laure, bonjour, bonjour Flore. Merci, partager c'est important, c'est très important. Je vais adresser certains problèmes que nous avons au niveau de la communauté, au niveau des blacks en fait. Je me rends compte que euh, quand je cause avec les gens, même en appel de découverte, les gens qui m'appellent, qui me contactent, il y a toujours cette problématique qui revient, il y a toujours ces problèmes liés en fait à la race noire, à nos comportements. Et je sais que de plus en plus, je me dirige en fait vers une carrière de comportementaliste en fait. Je crois que c'est une section de la psychologie qui étudie vraiment les comportements de l'être humain. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que nous vivons, la trajectoire, bonjour Hélène, la trajectoire de la vie que nous empruntons aujourd'hui est très connectée à nos comportements, aux choses qu'on fait, aux choses euh, qu'on nie. C'est vraiment c'est beaucoup de psychologie. Et aujourd'hui, je vais parler des choses qui font que nous, les Noirs, euh, soit nous mourrons vite, soit nous vivons une vie sans saveur, soit nous sommes toujours euh, comment on appelle ça, à la marge de la société, nous sommes toujours down en fait. Je vais vous expliquer certaines choses. Je ne sais pas comment de temps ça va durer. Je vais dire les séries que je ferai, je me laisse inspirer. Et je veux vraiment adresser ces choses qu'on n'adresse pas. En fait, ces problématiques qu'on n'adresse pas, c'est très important. Donc invitez vos amis. Je parle ici du déni social, d'accord? Le déni social. Le déni social, ok. Invitez vos amis. Invitez maximum de partage. Maximum de partage. Et voilà. On va tous avancer ensemble, on va faire de belles choses par la grâce de Dieu. Et je vais vous donner un verset biblique qui est important, euh, qui est vraiment la base, qui est vraiment un ordre de Dieu. J'aime beaucoup ce passage biblique. C'est, euh, J'aimerais voir les commentaires monter. Ok. Voilà, partagez ça à vos amis, à vos connaissances. Voilà. La Bible dit dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'accord? Bonjour Malifa, bonjour tout le monde. Et en fait, vous voyez ce que Dieu dit en fait. Il dit aux êtres humains, il n'a pas dit à un blanc, à un noir, il a dit à l'homme et à la femme. Soyez féconds, c'est-à-dire que sur la terre, portez du fruit. Libérez à l'extérieur ce que j'ai mis à l'intérieur de vous. Ça parle du potentiel des talents, vous savez déjà. Il dit multipliez-vous en fait. D'accord? J'ai parlé de la marque l'autre jour. Remplissez la terre, faites-le connaître à travers le monde. L'assujettissez, j'ai parlé de la domination dans le sens où tu contrôles la concurrence, voilà. Mais ici, en fait, ce mandat que Dieu donne dans la parole, c'est un mandat qui est divin.
c'est un mandat qui est divin, d'accord? Et euh, ici, on parle du mandat que Dieu donne à l'être humain en général. C'est un ordre qui donne au début de la Bible, en fait, dans la Genèse. Quand on parle de Genèse, on dit au commencement. Et je pense que c'est une parole qui est connectée à tous les êtres humains. C'est une réalité que nous devons tous vivre. Mais je me suis rendu compte que souvent, dans nos communautés black, ce n'est pas une réalité qu'on vit en fait. On a l'impression de vivre à la marge de la société, en marge de la société. On ne vit pas une vie d'impact. On ne vit pas une vie. On vit une vie en fait de suiveur. Peu de gens veulent être des leaders. Quand je parle de leadership, je ne parle pas d'être leader sur les gens, de commander les gens, non. Je parle toujours d'un domaine d'activité, d'un domaine, d'une sphère d'influence où Dieu a mis en toi un potentiel sur la terre. J'ai parlé récemment des 7 montagnes de la société. Je parlais de la famille, je parlais de l'éducation, de la santé, je parlais du religieux, de l'économie, je parlais de plusieurs sphères d'influence. En général, si on s'examine bien, chacun de nous est connecté sur la Terre à une sphère en particulier, à une sphère dans laquelle il doit apporter quelque chose à sa génération. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Peu importe qui tu es, peu importe ta race, il faut que tu comprennes ça. Maintenant, moi, je veux toucher un peu les gens de mon peuple, en fait, pour les amener à comprendre. En fait, je vais les sensibiliser, en fait. D'accord? Et je vais aujourd'hui mettre le doigt sur certains comportements qui font que nous, soit on meurt vite, on ne vit pas longtemps sur la terre pour déposer ce que Dieu a déposé en nous, soit on vit des vies où on n'a pas de l'énergie, on n'a pas de puissance, on est là comme ça, on tourne en rond. D'accord? C'est très important ce que je dis. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu parler de cette façon. Je veux parler des choses que personne ne dit. Je suis un coach, certes, mais je suis un plus quelqu'un qui sensibilise et qui aime libérer la destinée des gens, en fait. Voilà. Je veux que tu m'écoutes si tu es musulman. Je veux que tu m'écoutes si tu es athée. Je veux que tu puisses me comprendre si tu es chrétien. Je veux que vous puissiez me comprendre, en fait. Voilà. Chez les Noirs, j'ai remarqué une chose. Quand je parle de déni social, je parle aussi d'une façon, un abandon, en fait, comme un abandon psychologique. J'ai remarqué que souvent au niveau de la santé des Noirs, en fait, on ne prend pas souvent soin de notre santé. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, il est malade, il ressent quelque chose qui ne va pas dans son corps, en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ça comme ça, il va négliger. Vous allez constater souvent, bah là au Cameroun, j'étais au Cameroun dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui avait un problème au niveau de son ventre, en fait. Quelque chose se passait dans son ventre et la personne se disait, ah non, je vais prier, ah je vais prier, je vais laisser, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et quelque part, vu l'âge de la personne, vu la position de la personne, je n'ai pas voulu euh, me mettre en fait en face de cette personne pour lui dire, écoute, en fait, en général, j'ai appris en psychologie que on ne donne pas les conseils aux gens qui ne nous ont pas demandé des conseils, d'accord? Il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de choisir les mots, il y a une façon d'approcher un individu. J'ai appris ça beaucoup en étant coach. Il y a un temps pour parler aux gens, il y a un temps pour ne pas parler. Donc, et j'ai vu ce comportement très souvent chez les gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent rester 10 ans en France, 15 ans sans aller voir le médecin, en fait. Sans aller voir un médecin, sans aller faire un bilan de santé pour voir ce qui ne va pas dans son corps, pour voir. Voilà. Et ça, c'est souvent chez les Noirs. Et pourquoi c'est comme ça chez les Noirs? Je vais revenir en fait dans l'histoire. Je vais parler d'abord de l'esclavage, je vais parler aussi de la colonisation. Je ne vais pas entrer en détail, vous savez ce que j'ai dit dessus, allez voir mes anciennes vidéos. Mais toujours est-il que pendant l'esclavage et pendant la colonisation, en fait, beaucoup de Noirs ont été dévalués. Ils ont été dévalués, en fait. Et cette dévaluation-là, de leur être en général, a créé en eux un rejet de, je sais pas, même de leur corps, en fait. Même de leur corps. On rejette le corps. On rejette le corps. Je vais vous expliquer ça en profondeur. On rejette le corps. Ce qui fait que si on a mal à la tête bizarrement, ah, on va essayer de prendre un ou deux, trois comprimés comme ça. Bon, généralement, les gens dans la communauté black vont à l'hôpital seulement quand ils sont dans une situation critique, ils sont déjà en train de mourir, en fait. Je vous assure, j'ai vu dans nos familles
je vois des gens qui ils meurent des maladies bizarres, en fait, des maladies qu'on aurait pu traiter très tôt, en fait. Ils meurent ils meurent de façon, voilà. Et généralement, lorsque tu meurs, lorsque tu t'en vas, c'est fini, en fait. Tout ce que tu voulais faire sur la terre s'arrête. Parce que tu deviens illégal. Ton corps n'est plus viable, en fait. Ton esprit ne peut plus, ton corps ne peut plus accueillir ton esprit. Et en fait, il y a ça souvent chez les Noirs, cette négligence, en fait. Cette négligence, en fait, du corps, cette négligence de la santé. Les gens ne partent pas à l'hôpital. Ils ne font pas attention à leur santé. D'accord? Toujours ça. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est un rejet de tout ce qui est dépression. Voilà. Vous allez voir que lorsqu'on parle de dépression, on est toujours en train de considérer que c'est un truc de blanc, quoi. Écoute, bah, un noir n'a pas de dépression. Mon gars, écoute, mon frère, tu me parles de dépression, tu me parles des trucs des blancs, mon frère. Des trucs des blancs, mon frère. La dépression, mon frère. On dit que non, mon frère, le noir, hein, les noirs n'ont pas ça, on a le mental. Non, quel mental en fait? Quel mental? Qu'est-ce que vous appelez le mental? Vous appelez le mental quoi? Le déni? Le déni? Tu appelles quoi le mental? Le déni? Qu'est-ce qu'on appelle le mental? C'est le déni. Le déni de ne pas. La politique de l'autruche, tu creuses comme une autruche fait, elle voit dans un champ de bataille, il y a des grenades qui explosent partout. Au lieu de se mettre dans une tranchée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va piquer le sol de son bec, elle va creuser le sol et enfoncer sa tête. Et ça va exploser. Or, pendant qu'elle explose, pendant que la grenade explose, en fait, ben, son corps, tout son corps est à l'extérieur et elle a juste caché la tête. Mais son corps se détruit, en fait. Elle meurt. C'est comme ça que la plupart des gens vivent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les dépressions. Ici en France, beaucoup de Noirs dans la dépression. Même dans les églises, en fait, dans la dépression. On a dit une fois, ça m'a choqué. J'ai vu des super religieux, des super chrétiens spirituels qui disaient sur Facebook, oui, un chrétien ne peut pas être dépressif. Un chrétien ne peut pas être dépressif. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu es dépressif. Ah bon? My God. J'ai vu des gens même m'approcher et me dire que oui, vraiment, pour des coachings, moi, je ne veux pas de psychologie, un machin truc. J'aime pas la psychologie, le développement personnel. Je vois de plus en plus de gens faire ça, beaucoup de gens même. Je dis, ah bon, c'est quoi la psychologie? Bah, la psychologie, c'est la science, je crois, qui étudie en fait toutes les pathologies de l'âme, en fait. Les dysfonctionnements de l'âme. Ça veut dire quoi? C'est une science. Et qui est le maître des sciences? C'est Dieu, en fait. L'âme a un problème. Beaucoup de blacks ont un problème au niveau de leur âme. Mais on est dans le déni. Beaucoup. Quand tu vois, par exemple, un noir qui est tout le temps sur Internet, qui atteint un niveau où il passe son temps à raconter sa vie, raconter des conneries sur Internet, danser, se trémousser, ouvrir sa vie, parler tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Internet, ça, c'est des signes de dépression. D'accord? C'est des signes de dépression. Quand vous voyez généralement un individu qui, euh, qui montre son corps sur Internet, qui boit en public, qui parle de sexe, qui règle toujours dans les règlements de compte sur Internet, en train d'insulter les gens, en train de clasher, en train de mettre des tests provocateurs sur Internet, en train de vouloir tout se défendre, en train de se défendre contre des jaloux, des gens imaginaires. Ça, c'est un noir, en fait. Ça, c'est un individu qui vit une profonde dépression, en fait. Profonde dépression. Vous voyez ça? Profonde dépression. Il y a des gens qui sont très gentils en public, très beaux, très élégants, mais qui sont des tyrans dans leur maison, en fait. Mais ils n'ont jamais consulté. Ça, c'est les cas de dépression. C'est important. Voilà les choses qui font que nous, on est inopérants. Tu vas beau parler de destinée aux gens, bah, ils te regardent. Tu vas parler de talent, de potentiel, ils te regardent. Ils te regardent comme si tu étais, je sais pas, comme si tu étais, voilà. Les gens blaguent avec leur mental. Pourquoi est-ce qu'on néglige ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on néglige ça? Moi, à certains moments, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide en fait sur le plan de la psychologie. J'avais besoin de parler aux gens en fait. J'avais besoin de parler à des leaders, à des gens qui étaient avancés dans ce domaine. J'avais besoin de m'asseoir, hein, qu'on m'explique des choses. J'ai commencé à comprendre certains comportements que j'avais. Je me suis cultivé en fait. J'ai des tonnes de livres de psychologie chez moi et ma femme. J'ai commencé à comprendre que j'étais blessé, j'avais des blessures. J'ai même compris que plus tu avances dans la vie, en fait, on a tous des blessures à un certain niveau. On a tous des blessures quelque part. Vous voyez, l'autre jour, j'ai fait une vidéo, je parlais de la marque, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore une petite blessure comme ça, là, vis-à-vis de mon passé, par rapport à mon père, tout ça.
Et le Seigneur m'a dit, bah, j'ai voulu enlever la vidéo. Je me suis dit, non, comment je pleure devant les gens? Pourquoi je pleure? Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu enlèves la vidéo? Cette vidéo est en train de transformer les gens, elle va transformer les gens. Tu es un leader, tu es aussi vulnérable en fait. Euh, N'essaye pas d'être quelqu'un qui est le mec parfait, qui n'a jamais de péché, qui n'a jamais de faiblesse, qui est toujours fort, qui est toujours parfait. Les gens qui font ça sont souvent des manipulateurs. Ils te montrent un visage propre, parfait, lisse. Vous voyez ça? Et donc, je voulais supprimer la vidéo. Et j'ai une dame qui a regardé la vidéo. Elle a écrit, en fait, elle m'a dit non. Beaucoup de dames m'ont écrit du Congo, de partout, pour me dire vraiment la vidéo est en train de me transformer, c'est en train de me transformer, c'est en train de me transformer. Et le Seigneur m'a dit, sois naturel, sois vulnérable. Il faut avoir cette part de vulnérabilité, en fait. Hein? Il faut avoir cette part de vulnérabilité. Ça ne va pas, tu demandes de l'aide, en fait. Il faut demander de l'aide. Il y a des gens qui meurent en secret. Il y a des gens qui meurent en secret. Il y a des gens, c'est visible, c'est évident qu'ils sont dans la dépression. Mais ils n'acceptent pas ça, en fait. C'est pourquoi ma femme fait actuellement le groupe sur les jeunes dépensiers qui commence, ça a commencé ce matin. Elle a fait juste une vidéo publique sur sa page, mais elle va continuer en privé. Mais elle a vécu beaucoup de cas de dépression, en fait. Il y a des moments aussi, je me demandais, mais quand j'étais avec, je me demandais, mais pourquoi est-ce que pourquoi ça ne va jamais, en fait? Il y a une saison de ma vie, je demandais à ma femme, pourquoi ça ne va jamais? Et je ne comprenais pas. Et Dieu m'a dit, non, je suis en train de travailler avec elle. Je l'amène à affronter, en fait, ses peurs, ses insécurités. Et plus elle va affronter ça, plus elle pourra aider d'autres personnes. C'est pour ça que ma femme est très pédagogue. Elle soigne les gens par le Saint-Esprit au niveau de leur âme. Parce qu'elle n'a pas rejeté ses dépressions, elle n'a pas rejeté les moments par lesquels elle est passée. Parfois, vous voyez des jolies filles sur Internet. Tu vois une jolie fille, elle a tout. Je ne sais pas qu'elle est dans la dépression. Vous avez vu le cas de l'autre là. Comment on appelle la femme aux États-Unis? Wendy. Wendy, c'est quoi? Wendy Williams. Elle a une émission aux États-Unis. C'est vraiment une émission très gossip. Voilà. C'est un individu, j'aime bien sa carrière, comment il s'est battu. Il était personnage radio après elle a créé son émission. Est-ce que vous savez que Wendy Williams, qui fait des émissions où elle parle des gens, elle se mêle de la vie des gens, elle fait des Congos ça, les commérages, est-ce que vous savez que ça cachait quelque chose en fait? En fait, elle vit dans une maison, on appelle ça des sober houses. Sober houses, c'est les maisons de, de- des intoxications en fait à la cocaïne. En fait, elle est addicte à la cocaïne en fait. Vous la voyez en public, elle fait les trucs, tout, vous connaissez son émission, tout, tout. Elle danse, 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 elle fait ses trucs. Elle se mêle de la vie des gens. Généralement, un individu qui se mêle de la vie des gens, toujours en train d'exposer la vie des gens, toujours en train de critiquer, machin, machin. Ce qu'elle fait dans son émission, c'est qu'elle, au fond de commettre son émission, mais c'est quelqu'un qui, dans la tête, n'est pas normal, en fait, quand tu t'occupes tout le temps des gens. Et cette femme, elle vit dans une maison où on doit la désintoxiquer de la cocaïne, en fait. Donc, elle passe par des dépressions. Et un des signes, merci Noélie, un des signes qui prouvent que tu es faible émotionnellement, c'est quand tu commences à prendre des drogues. Quand tu fumes du cannabis, quand tu fumes de l'herbe, les gens qui font tout ça, en fait, ce sont les gens euh, qui sont faibles sur le plan émotionnel. Et quand tu commences à faire ça, c'est important de te faire aider, en fait. C'est important de te faire aider. C'est important. Alors, je vais vous expliquer d'autres comportements là. On ne parle pas seulement de la drogue ici. Hein? Beaucoup de gens, beaucoup de gens sont dans la dépression. Hein? Beaucoup de gens vivent ces choses chez les Noirs, mais on ne dit jamais. On ne dit jamais en fait. On fait semblant, on fait toujours semblant, une vie de semblant. Le problème c'est quoi? C'est que plus tu fais semblant, plus tu es en train de tirer tes fondations. Plus tu fais semblant, plus tu tires tes fondations. Et un jour tu craques. C'est là que tu apprends que, oh, il s'est levé, il a trompé sa femme, boum, elle s'est levée, elle a trompé son mari, boum, il a fait ceci, il a violé. Des choses que, mais comment cet homme a pu faire un acte, poser un acte aussi ignoble? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe aussi bas? Il était déjà malade. Et les gens qui disent que oui, un chrétien ne peut pas être dépressif, j'ai dit oui, mon œil, mon œil. Les pasteurs aux États-Unis qui meurent de burn-out là, qui meurent, qui se suicident. Un pasteur aux États-Unis dernièrement qui s'est suicidé. Burn-out, il s'est suicidé en fait. Il s'est suicidé. Vous comprenez ça? C'est très important. Faites attention. Si tu sens que tout le temps, tu es là, tu es mal, tu es angoissé, tu as peur, fais-toi aider en fait. Fais-toi aider. Fais-toi aider, c'est important. Travaille tes pensées, c'est important. Ne nie pas ça en fait. Vous allez voir que dès que déjà chez nous les Noirs, aller chez MC, c'est la folie quoi. C'est dit, attends, moi aller chez MC, come on guys, hein, tu me connais, hein, je suis fort dans la tête quoi.
Il y a des gens, vous allez dire que certaines personnes de certaines races sont faibles mentalement. Quand ils échouent au bac, ils échouent un examen, ils se mettent sur ils se mettent sur le haut d'un immeuble, ils se jettent sur les trains les voies des trains, tout ça. Vous allez dire qu'ils sont faibles. Mais vous, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce qui remplace en fait le fait de se jeter dans les trains? Vous avez des comportements en fait déviants qui sont une indication en fait que vous êtes malade en fait. Je vais vous expliquer ça. Je vais descendre, je vais expliquer ça en fait. D'accord? Il y a des comportements en fait. Il y a des comportements à risque que les gens ont qui sont des révélateurs en fait, qui sont malades. Des comportements à risque. Hein? Je vais revenir dessus. Mhm. Troisième élément, un signe de dépression. Je vais parler d'Instagram ici. La glorification des mauvais modes de vie et des stéréotypes sur le poids. Par exemple, vous allez voir que souvent chez les Noirs, on glorifie quoi? On glorifie les filles qui ont des fesses énormes, n'est-ce pas? Des fesses énormes. Souvent, c'est la taille fine là. T'as dit, euh, un instant. Voilà. La glorification en fait des femmes qui ont des fesses énormes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de femmes, et j'ai trouvé ça un peu décevant, les femmes aujourd'hui, la femme noire, euh, on la valorise parce qu'elle a un gros corps, parce qu'elle a des gros seins, des grosses fesses, parce qu'elle est pulpeuse. Beaucoup sont tombés dans ce cliché en fait. Vous n'avez qu'à voir sur Instagram. Tu ne peux pas aller sur Instagram normalement. Moi, j'utilise Instagram pour faire la promotion de mes vêtements. J'ai une page là-bas où je fais la promotion des vêtements. Vous allez voir maintenant, tout le monde fait le fitness sportif. Toutes les femmes sont maintenant coach fitness. C'est pas mauvais. Ça peut être une vocation. Mais la plupart, toujours les fesses, les pieds tordus, les pieds croisés, toujours en train de montrer les fesses. Une femme ne peut plus faire une photo normalement où elle présente juste un portrait corporate. Elle va faire un portrait où elle va se tourner en fait et on va voir quoi? La bosse. La bosse. En fait, c'est devenu une norme en fait par les médias. À cause des médias, c'est devenu une norme. Aujourd'hui, les filles payent des abonnements pour avoir des fesses. Il y a des filles qui se font injecter des substances toxiques dans les fesses, en fait. Vous avez vu l'histoire de l'Instagrammeuse dont les fesses ont explosé, carrément pourri, en fait. Parce qu'elle s'était fait injecter une solution dans les fesses. Elle n'avait même pas à s'asseoir. Ça a fait un tollé aux États-Unis. Et il y en a beaucoup. J'ai vu une émission de Ian Vanza, l'émission Fix It, Fix My Life. Hein. Elle essaie d'aider les gens. Il y a une fille, par exemple, dans sa famille, une famille black, une très belle famille, très beau, très belle femme. Elle était déjà très belle. Elle avait déjà un joli corps. Elle est encore partie augmenter ses fesses. Pourquoi? Parce que sa mère ne la considérait jamais. Sa mère valorisait plus ses soeurs. Sa mère était plus affectueuse avec ses soeurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans la vidéo, on nous explique que sa mère aussi ne savait pas donner de l'amour. Je ne sais pas ce que les autres soeurs lui apportaient. Mais celle qui était rejetée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait se rapprocher de sa mère en ressemblant, je crois, de plus en plus à sa mère, en arborant les caractéristiques physiques de ses sœurs. Parce que ses sœurs, elles avaient des formes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie se faire injecter des formes. Il fallait voir comment elle marchait. Disproportionnelle. Petit corps, petite tête, petit ventre, mais des grosses fesses. Elle marchait là, son corps balance, ça balance. En fait, déséquilibré, en fait. C'est même pas symétrique, c'était asymétrique, c'était le désordre en fait. Et elle disait que quand elle s'asseyait, ses fesses la grattaient tout le temps, ses fesses brûlaient. Elle ne pouvait pas avoir la paix. Pourquoi? Parce qu'elle avait des fluides en fait dans le corps. Et ces fluides-là, en fait, ils cherchent un chemin en temps normal. Ils cherchent un chemin et souvent ces fluides-là vont aller jusqu'aux genoux, ils vont aller jusqu'au bras, partout et commencer à pourrir le corps. Hein? Il y a des photos que je peux pas mettre sur Internet parce que je suis coach, je suis chrétien. On va commencer à dire que oui, tu mets ça, mais je peux me permettre de partager souvent ça avec des gens en privé, dans mes coachings privés, de façon pédagogique en fait, de façon illustrative, pour appuyer mes arguments. Mais je ne vais pas mettre ça sur Internet. Je fais attention à ce que je publie. Voilà. Mais tu vois, ces filles, elles ont des corps qui pourrissent, elles sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que ben, elles ont rejeté qui elles étaient vraiment. Elles renient qui elles sont. Elles renient la réalité. Elles renient qui elles sont en réalité. Et j'appelle souvent ça le déni social, en fait. C'est ça qui nous tue dans nos communautés. Vous allez rarement voir, à moins que ce ne soit une blanche matérialiste, aller se faire gonfler les fesses et les seins de façon risquée, en fait. Vous voyez ça? C'est dans nos communautés.
Aujourd'hui, vous allez voir sur Instagram, il y a des tonnes et des tonnes de filles. Toutes leurs photos, c'est toujours les photos presque nues. Toujours presque nues. Les Camerounaises s'y mettent aussi. De plus en plus, elles s'y mettent. Faire une photo où tu es juste debout en train de parler. Non, il faut faire une photo où on photographie tes fesses. Tu marches avec des fesses qui... En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Et on a glorifié ça. On est à une saison de la vie, on a glorifié. Mais vous savez que... Est-ce que vous savez que un des signes de malaise qui existe, en fait, c'est le fait d'exposer son corps, son anatomie aux gens. Il y a d'autres qui s'asseyent, qui écartent des jambes, tout ça. Elles sont sur Internet, font les belles. Ce sont des gens qui sont profondément, en fait, malades. Profondément malades parce que quand tu es bien constitué dans ta tête, quand tu es calme, quand tu es bien dans ta tête, bien constitué, tu ne fais pas ces choses. Tu ne fais pas ces choses, en fait. Normalement, quand tu es constitué, quand tu es correct dans ta tête, quand tu es aligné esprit, corps et âme, tu ne te pavanes pas sur Internet à montrer ton corps. Non. Non, c'est pourquoi les gens que je coach souvent, j'ai des élèves que je coach qui ont pour vocation de devenir coach sportif. Je leur explique, écoutez, si vous voulez devenir coach sportif, des modèles que je vais vous montrer. Il y a une femme comme Massy Arias. C'est une grande influenceuse aux États-Unis. Elle est sexy, mais elle ne montre pas son corps, c'est-à-dire, elle n'est pas dans les trucs. C'est devenu n'importe quoi sur Internet. Mais ces femmes-là, elles sont souvent dépressives. Elles sont souvent, ces femmes-là, c'est un malaise. Vous allez voir souvent, elles sont là. euh, c'est elles qui passent le temps à twerker sur Internet, twerker, faire les twerks, tout ça. Ce sont des gens souvent qui ne sont pas bien dans leur tête. Parce que quand tu es bien dans ta tête, tu es équilibré dans ta tête, tu ne fais pas ça. Tu ne montres pas ton corps au monde entier, en fait. D'accord? Avant, c'était les femmes s'habillaient de façon vraiment correcte. Aujourd'hui, c'est attends, on te montre, tout est exposé en fait. Et après, on s'étonne que bah écoute, on ne trouve pas l'homme de sa vie. Ben, tu vas trouver l'homme de ta vie comment? L'homme de ta vie, c'est l'homme que Dieu a prévu pour toi. Tu vas le trouver comment en fait? Tu vas le trouver comment? Quand tu es tout le temps sur Internet en train de montrer ta beauté, en train de danser, en train de montrer ta beauté aux gens, en train de montrer, c'est une preuve en fait d'un malaise profond. C'est la preuve d'un malaise profond en fait. Tu caches quelque chose, il y a un déni quelque part. Parce que si tu es équilibré, tu n'as pas le besoin d'être là tout le temps sur Internet. Tu fais des vidéos, tu montes ton corps, tu n'as pas besoin de ça en fait. Quand tu es belle, tu es belle. Quand tu es beau, tu es beau. On sait que tu es beau. La beauté, on dit ce que même une femme sexy, même en cabas, même quand elle porte du cabas, on sait en fait. On sait. Dieu a créé une certaine symétrie dans le corps humain. Quand tu es belle, on sait. Ça, ce n'est pas la force. Ce n'est pas allez, venez. Et souvent, c'est les appels au secours. Venez me voir, venez me voir, venez me voir, venez me voir, venez m'aimer. Regarde, regarde, j'ai un beau corps. Aime-moi, aime-moi. C'est un appel en fait. C'est un appel. Et moi, j'ai compris ça parce que la psychologie m'a aidé en fait. Elles ont des blessures. Ces femmes-là ont des blessures. Et vous allez voir ces femmes, parfois, vous allez avoir peur d'elles. Elles sont faciles à approcher. Elles ont des blessures. Vous allez voir souvent, elles finissent avec qui? Elles se font des photos avec, elles font des photos avec des gars bizarres, des bandits, elles attirent seulement des bandits, elles se plaignent. Il y avait un documentaire, une émission sur YouTube en fait, où il y avait une influenceuse ghanéenne qui se plaignait, elle ne comprenait pas pourquoi les gars couchent avec elle et ils ne l'épousent pas en fait. Très belle femme, elle avait un petit tour de poitrine, des formes disproportionnées, voilà, comme les gens aiment là. Et elle se plaignait qu'elle ne sait pas, I don't understand it, why? Hein? Pourquoi les gars viennent seulement vers moi, ils me prennent, ils couchent avec moi, ils me laissent en fait. Et elle était sur le plateau avec deux gars, et les gars lui ont dit, écoute, tu veux vraiment savoir la vérité? Elle a dit, oui, dites-moi. Elle a dit que bien, toi, quand tu envoies tes photos, nous on pense seulement à coucher avec toi en fait. En réalité, c'est le message que tu nous envoies. Hein? You keep sending the same messages. Tu envoies toujours les mêmes messages, tu nous envoies toujours les mêmes signaux en fait. Tu n'es pas wife material, tu n'es pas la femme qu'on va épouser. On veut juste coucher avec toi. Et elle était fière d'être sortie avec des footballeurs, des ministres. Pour elle, c'était son pédigré. Elle est fière de ça. Mais c'est une preuve d'une maladie. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est sorti avec toutes sortes de personnes dans sa vie, des ministres, des footballeurs, des trucs. Et à la fin de sa vie, la personne n'avait plus rien, quoi. Plusieurs enfants avaient plusieurs pères, tout ça. La personne n'avait plus rien. Et quand la personne te racontait son histoire, je t'assure que ça faisait pitié, en fait. Ça faisait pitié. L'affaire de vivre l'instant présent, je parlerai de ça dans ces vidéos. La mentalité de vivre l'instant présent là. Aka, moi quoi, moi je fais ma vie. Je reviendrai dessus. Toujours dans la même ordre d'idée, les stéréotypes sur le poids.
toujours le poids. Vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, j'aime être curvy. Thick. I'm thick. T-H-I-C-K. Curvy. Je suis curvy. Est-ce que vous savez que quand tu es curvy, et que même si tu es curvy et que ton indice de masse corporelle dépasse les 30, dépasse certaines valeurs en fait, tu es déjà dans la limite en fait pour avoir les maladies cardiovasculaires. Oui, 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 je vous dis. Vous allez voir beaucoup de filles là, elles disent que non, elles ont des ventres plats, elles ont des corps, je vais pas, voilà, pas entrer des détails. Ces femmes-là souvent sont malades. Je suis allé une fois à l'hôpital et j'allais accompagner ma mère et j'étais dans un service de l'hôpital. Je sais pas, j'allais chercher, voilà, je devais monter, je crois, une chaise roulante pour ma mère parce qu'à l'époque, elle avait eu un AVC, elle ne marchait pas bien, tout ça. Donc, je devais aller chercher en bas un siège pour remonter. Ça, c'était à l'hôpital Bichat, à Paris. Et je sais pas, je suis passé par le, les services en fait pour les diabétiques. Pour les diabétiques. My God, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu des jeunes filles jolies, mais avec des formes. C'est-à-dire, je la regardais, exactement le genre de fille, quand tu la vois dehors, ben, les gars vont s'arrêter pour prendre des photos en fait. Ouais, c'est ce que les gens glorifient là. Oh non, elle a un derrière, elle a un derrière. Oui. Le problème, c'est qu'elle a un derrière là, mais c'est beaucoup de gras. C'est du gras en fait, dans les cuisses, dans les jambes. C'est du gras en fait. C'est du gras en fait. Est-ce qu'elle est capable de courir sans être étouffée, sans être essoufflée? Est-ce qu'elle ne fait pas les apnées de sommeil la nuit quand elle dort? Est-ce qu'elle ne s'étouffe pas en fait? C'est bien de dire oui, je suis curvy, je suis curvy. Attention, il y a souvent les maladies derrière en fait. Et j'étais à ce niveau-là, j'ai vu des filles, j'ai dit waouh. Et des jeunes filles, hein. Des jeunes filles, j'ai dit waouh. Et c'était des blagues. J'ai dit waouh. Mais en fait, il y a un déni, il y a un mensonge quelque part en fait. Oui. Si tu as 1,60 m et que tu dois peser, tu as 1,60 m et que tu pèses 90 kilos, euh, et que sur le plan esthétique, tu as une belle apparence parce que tu mets les trucs, des gains, tout ça. Quelque part, fais quand même attention, fais du sport. Fais du sport en fait, fais du sport. Fais du sport en fait. Ne te laisse pas aller, sinon à un moment donné, tu vas te sentir mal. Déjà, ces gens-là se sentent mal. Tu ne peux pas courir. La preuve, c'est que demande à cours un peu. Rattrape un bus, je ne sais pas. Cours un peu. Tu vas sentir que ton cœur veut lâcher. Donc on est dans ces dénis-là. J'ai vu un pays aussi, je ne sais pas si c'était au Soudan, où en fait, les femmes là-bas, on les faisait grossir parce que les maris ne voulaient pas des femmes minces. Et on interviewait deux hommes là-bas, ils disaient à la journaliste que oui, tu es certes jolie, mais tu n'es pas mon genre de femme. Moi, je ne veux pas t'épouser. Pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Tu es trop mince. Pourtant, cette fille, elle était quand même bien, quoi. Et dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là? On donne des cuvettes, des bassines carrément de lait caillé aux femmes. Elles doivent boire ça, en fait, pour grossir, parce que les maris les veulent bien grosses, bien en chair. Vous voyez ça? Mais en fait, vous êtes en train de rendre ces femmes malades. Après, elles ont des diabètes. Elles ont des diabètes, elles ont des maladies cardiovasculaires. Elles ont des diabètes. Elles ont des AVC. Elles peuvent tomber. Vous voyez ça? Parce que c'est le corps, c'est le culte de l'apparence. Mais ça cache autre chose. Ça cache autre chose. Tu vois? Quatrième élément que j'ai noté, c'est cette mauvaise alimentation qu'on a. La mauvaise alimentation que nous, on a. Je ne vous mens pas. On mange très, très salé. Très salé. C'est très épicé, c'est très salé. J'étais une fois dans une église, en fait, il y avait... euh, oui, on les goinfre de lait. Je me souviens, j'étais à une église, en fait, où il y avait une collation à la fin du culte. Et il y avait déjà des assiettes imposées, là, il y avait des sauces, tout ça, il y avait du poulet. Et je voyais une femme, en fait, qui prenait des magis, des gros cubes magis, là, au moins 3 ou 4. Elle les écrasait comme ça dans la sauce. Elle écrasait comme ça, elle faisait tourner la sauce. Elle écrasait, c'est-à-dire que elle remontait le goût. C'est-à-dire que quand tu touchais la sauce avec ta langue, même tes cheveux se dressaient. Recherche constamment, en fait, du goût. Ça, c'est une mauvaise façon de s'alimenter. Mais chez nous, c'est normal souvent. Il y a même des plats où on te sert le poisson avec la tiéké. Après, on te met un morceau de cube là au milieu. Que non, toi-même, tu dois écraser ça. Un morceau de cube. Regardez ce qu'il y a comme. Allez voir l'histoire sur le cube magique. Allez voir l'histoire. Ce qui a créé le cube magique, ce sont les Blancs qui ont créé ça pour les Noirs. Qui sont les plus grands consommateurs de cube magique? C'est les Noirs. C'est ça qui donne les maladies.
toutes ces maladies cardiovasculaires, vous pensez que ça vient d'où? Hein? Regarde comment on mange. On mange trop de sucre. On mange trop de gras. Hein? J'ai vu souvent que les gens, quand ils partent faire des courses pendant les soldes, ils vont dépenser, ils vont avoir un panier moyen peut-être de 300 euros pour les vêtements. Tout d'ajouter dans le centre commercial, mais ils vont s'asseoir dans un centre commercial, ils vont manger un McDo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils dépensent plus d'argent dans leur apparence, d'accord, dans les vêtements, mais ils considèrent que leur organisme en fait n'est pas important, donc on va prendre un menu au McDo là. Vous savez ce qu'il y a dans le McDo, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas rabaisser qui que ce soit, mais voilà, voilà les choses qu'on vit en fait qui nous court-circuitent dans la vie, qui achèvent notre course, qui nous fatiguent en chemin. Ça nous fatigue. Vous voyez ça? On mange mal. Trop salé, trop gras, et on aime ça, on mange trop de... Voilà. Maintenant, le cinquième élément où je reviens, j'ai parlé des actions que nous posons, en fait. Des actions risquées, en fait, à risque que nous posons. Toujours dans ces histoires de dépression-là. Vous voyez les gens, j'ai dit qu'il y a des gens, des communautés, quand ils sont dépressifs, ils se lancent peut-être, ils se lancent dans les rails, ils se tuent, voilà, ils se pendent. Souvent, ben, dans la communauté black, souvent, c'est une sexualité risquée, en fait. Sexualité risquée. Hein? Sexualité risquée, on couche à gauche, à droite, on couche, on couche, on couche. Hein? L'acte sexuel, on couche, on couche, on couche. On se dit, ah, est-ce que ça... Il y a des films qui disent que ça cale sur le corps. Ah, laisse ça, dis donc, est-ce que ça cale sur mon corps? Est-ce que ça cale sur mon corps? Le phénomène Chiza, par exemple, le désordre, je parle du désordre sexuel. Un homme normal qui réfléchit bien ne couche pas à gauche, à droite. Il y a ce qu'on appelle la transmutation, la transmutation, je crois, sexuelle. La transmutation sexuelle, c'est un concept, en fait, qui est en train de revenir beaucoup sur Internet. Et je crois que ça a été inspiré par Napoléon Hill, qui a écrit le livre Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich. Et dans son livre, en fait, il explique que les gens réussissent tardivement, ou alors peu de gens réussissent la vie. Pourquoi? Parce que ils ont détruit leur créativité avec des comportements sexuels en fait un peu désordonnés. C'est-à-dire que il dit que pourquoi beaucoup de gens, même quand ils se battent, deviennent riches à 40 ans, c'est parce que pendant toute leur vie, avant l'âge de 40 ans, ils ont passé leur temps à dépenser leur énergie en fait sexuelle. Or, l'énergie sexuelle que nous avons en nous, lorsqu'on sait la contenir en fait, c'est une énergie qui nous aide dans la créativité, qui nous aide dans la créativité en fait. Pourquoi est-ce que Dieu demande de vivre dans la chasteté? C'est que tu arrives à canaliser ton énergie. En réalité, ce que ces gens font de plus en plus, vous allez voir sur Internet, on parle de transmutation sexuelle, c'est comme une révolution en fait. Tout le monde dit, ok, maintenant je vais m'abstenir pour être plus créatif. En fait, ils reviennent toujours rejoindre les lois de Dieu en fait. Les lois de Dieu. Je peux dire la loi de la sanctification. Ils comprennent que finalement, il faut se sanctifier. Vous allez voir que les gens qui couchent à gauche, à droite, qui ont cette vie en désordre là, vous allez voir que dans leur vie est bizarre. Leur vie est bizarre en fait. Oui. Et je dis souvent aux femmes, quand tu as des rapports sexuels tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Les hommes qui montent sur toi là, ils s'impriment en toi. Normalement, c'est l'homme qui rentre dans la femme en fait. C'est l'homme qui rentre, c'est pas la femme qui rentre dans l'homme. Écoutez bien, la femme a un palais. Le sexe de la femme, c'est un trésor, c'est un lieu saint. C'est biblique, hein? C'est un lieu saint. Et dans le palais, il y a des ustensiles, il y a toutes sortes de choses glorieuses en fait. Et quand un homme te pénètre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépose en toi. Les scientifiques ont démontré que les femmes gardent toute leur vie l'ADN de tous les hommes avec qui elles ont couché en fait. Donc parfois tu peux être là comme ça, tu as des comportements bizarres alors que tu as pris ça chez un gars parce qu'il a couché sur toi. Un homme qui se couche avec toi, il s'imprime en toi en fait. C'est pourquoi vous avez du mal à oublier les gars. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à oublier un gars par exemple alors que tu étais bloqué? C'est souvent, bonjour Diane, c'est souvent l'histoire de détruire les liens d'âme en fait. Voilà, il y a des femmes, elles sont mariées. Par exemple, vous allez voir certaines femmes, elle est mariée, mais elle ne fait que penser à son ex. Tu es marié. Tu as demandé le mariage à Dieu. Dieu t'a donné le mariage. Tu fais penser à ton ex. Certains hommes, tu es marié, tu ne fais qu'avoir les images de ton ex. Toujours en train de penser à ton ex. Toujours en train de fouiller sur Internet là pour voir les photos de ton ex. Toujours en train de fouiller. Toujours, c'est quoi les liens d'âme? C'est parce que tu avais une vie bizarre. Tu n'as pas coupé ces choses parce que son ADN encore parle en toi. Ça parle en fait. Ça parle encore en toi en fait. Vous comprenez ça? Et vous allez vous rendre compte que c'est les gens qui ont une vie casée, prospère, réussie en fait, sans embrouille, qui portent du fruit,
Ils ont réglé à ce niveau. Je me souviens de Will Smith qui avait dit que euh, il avait étudié l'histoire de 100 leaders mondiaux, 100 leaders dans l'histoire qui avaient réussi leur vie et il voulait vraiment, parce que c'est un homme qui étudie beaucoup, il voulait vraiment calquer sa vie sur leur vie, il voulait s'inspirer de leur vie. Il s'est rendu compte que ces hommes-là, c'était des hommes qui étaient, c'est des hommes qui étaient maris d'une seule femme, tu vois, maris d'une seule femme, maris d'une seule femme. Et c'est ça la vérité. Donc souvent, à cause des problèmes qu'on a, problèmes de dépression, on se sent mal, machin, tout, on va chercher l'amour partout. Il y a des filles qui sortent avec tout. Dès qu'on lui dit l'amour, elle est là. Je m'étais assis une fois avec quelqu'un, je lui avais demandé, mais en fait, toi, c'était une femme. Je lui ai dit, mais en fait, toi, ces gars avec qui tu sors, tu ne les aimes pas, en fait. Elle dit, comment ça, elle rit. En fait, toi, tu aimes juste le sentiment d'être aimé. En fait, tu aimes cette magie qui s'opère autour de toi quand tu es dans une relation. En fait, tu es amoureuse d'être en relation. Tu es amoureuse d'être en relation, même si tu n'es pas aimé. Tu veux juste savoir que tu as un gars. Pourquoi est-ce que tu veux donc à tout prix avoir un gars dans ta vie? Les gens, les personnes qui n'ont jamais fait 2 semaines sans avoir un gars. Dès qu'un gars la quitte, elle est avec un autre. Dès qu'elle laisse un gars, elle est avec un autre, en fait. Il y a des femmes comme ça. Toute sa vie, elle n'a jamais chômé, en fait. Toujours. Voilà. Et ça cache quoi, en fait? Ça cache quoi? Pourquoi c'est difficile pour certaines femmes de rester seules longtemps? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi j'avais posé une question à quelqu'un, j'avais demandé, mais bonjour Nadège, pourquoi c'est compliqué pour une femme, pour certaines femmes, de rester seule? J'avais demandé, j'étais dans un studio photo, j'ai demandé à deux femmes, pourquoi est-ce que c'est dur pour une belle femme de rester seule longtemps? Pourquoi elle ne peut pas juste décider de mettre sur son profil Facebook, mon corps, mon âme est en travaux, je ne veux pas aimer, laissez-moi. Pourquoi c'est compliqué en fait? Pourquoi il faut à tout prix qu'on ait quelqu'un? Pourquoi il faut à tout prix qu'on ait quelqu'un dans nos vies? Pourquoi en fait? On nous a jamais posé la question. Ça cache quoi en fait? Pourquoi il faut à tout prix qu'on ait quelqu'un qui nous aime, qui soit avec nous? Pourquoi il faut toujours qu'on ait un gars? Pourquoi en fait? Pourquoi aujourd'hui maintenant être chaste, être vierge, être chaste, vivre seul? Pourquoi c'est comme un choc? Pourquoi ça choque les gens? Pourtant c'est biblique. Maintenant comme les lois de Dieu, je suis même dans la série sur les lois, comme les lois de Dieu sont les lois de Dieu et elles sont fortes, elles sont puissantes, personne ne peut les changer, on doit se soumettre à ces lois. Ben, les gens se rendent compte de plus en plus que, ben, écoute, coucher à gauche et à droite, ça ne sert à rien. Au contraire, ça nous rend pauvres. C'est pour ça qu'ils parlent de transmutation sexuelle où les gens maintenant commencent à se concentrer. Chaque fois, ils vont trouver des thèmes compliqués pour parler de sanctification, pour parler de pureté en fait. Et les gens voient les bénéfices en fait de rester chaste. Bonjour Clémence. Les gens voient les bénéfices en fait de rester chaste. Les gens voient les bénéfices. Les scientifiques le voient en fait. Et Napoléon, il explique ça très bien. Hein? Le phénomène, par exemple, de Tisa. Pourquoi c'est devenu normal, en fait, pour certaines femmes de sortir les maris? Pourquoi c'est devenu normal? J'étais avec quelqu'un au Cameroun dernièrement qui me disait, mais coach William, mais vous êtes un peu dur avec les femmes qui sortent avec les hommes mariés. Je trouve que vous êtes un peu trop dur. Hein. Et je ne savais pas quoi répondre à la personne, en fait. Parce que je ne voulais pas entrer dans les débats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, dans sa tête, on est arrivé à ce stade où c'est quand même un peu normal. Pourtant, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, en fait, de sortir le mari de quelqu'un, de sortir la femme de quelqu'un. C'est extrêmement dangereux. Déjà, j'ai parlé de la loi des semailles et des récoltes, en fait. Tu sois avec le mari de quelqu'un, tu sois avec la femme de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train de semer des gemmes dans ta propre vie. Il y a des femmes, par exemple, vous êtes là, vous bâtissez vos vies à sortir les maris des gens, vous bâtissez vos vies comme ça, là. Mais dans vos cœurs, vous espérez qu'un jour, un homme va venir vous épouser, en fait. Vous espérez. Parfois, vous, quand vous sortez le mari des autres, vous espérez peut-être les dérober à leur conjointe. D'accord? Mais vous espérez bâtir quelque chose de solide. Et quand ça ne va pas dans votre mariage, vous vous étonnez. Non. Tu as semé des graines qui vont te poursuivre. On parle du karma, non? On parle du karma. Ben, ça existe, c'est l'affaire du karma. Vous ne savez pas ça? Mon frère, c'est grave. Ça existe. Ce que tu as fait aux gens, on va te faire la même chose. Vous comprenez ça? Oui, on a normalisé parce que ça ne va pas. Les gens, en fait, c'est chez nous les Noirs que c'est courant en fait. Les deuxièmes bureaux, vous pensez que c'est où? J'ai vu quelqu'un dernièrement sur Internet, on lui demandait combien, un monsieur qui était il était à la barre devant le juge en fait, et on lui demandait combien d'enfants est-ce qu'il a. Et apparemment, il avait eu beaucoup d'enfants. Et
Le monsieur dit carrément, j'ai un, deux, trois enfants. Il ne savait même plus combien d'enfants il avait. Après, il dit, il se retourne en fait vers les gens. Il dit, bah, écoutez, on est tous des Congolais ici, hein. Ça veut dire quoi, on est tous des Congolais, non? Dès que tu es Congolais, tu dois avoir des enfants partout. Donc, en fait, tu caches ton acte irresponsable, en fait, dans ta nationalité. Tu caches ça, en fait. C'est ça, les trucs des Noirs. Et le fait aussi, autre chose, chez un homme, qu'est-ce qui fait que les Noirs n'avancent pas, ne réussissent pas? C'est que chez un homme qui a les enfants partout, il faut nourrir ses enfants. Tu n'as pas d'argent, tu fais des enfants partout. Vous allez voir beaucoup d'hommes comme ça, beaucoup de chez nous, les blacks. Les enfants partout. Ils couchent ici, là. Il faut s'occuper, il faut payer les pensions ici. Toi-même, tu n'as rien. Tu fais seulement les enfants. Ce sont des actes, en fait. C'est ça que j'appelle une sexualité risquée, en fait. Coucher à gauche, à droite et faire les enfants. Alors que tu n'as pas d'argent. Tu n'es même pas milliardaire. C'est risqué. Et même les milliardaires, regardez bien les milliardaires. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants, hein. Bill Gates a combien d'enfants? Hein? Bill Gates. Donald Trump, il a combien? Barack Obama. Ce sont des millionnaires, ils sont riches. Il a combien d'enfants? Hein? Chez nous, c'est quand tu vois les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, vous avez confondu le verset biblique qui dit remplissez la terre. Soyez féconds, remplissez. Non, ça ne parlait pas de faire des enfants. Parce que si tout le monde fait une tonne d'enfants, c'est compliqué, on ne s'en sort pas en fait. Vous n'avez pas compris le verset. Moi, je suis allé au Cameroun dernièrement et je vois des gens qui sont là, oui, il faut avoir beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup d'enfants. Bah après, tu regardes la vie de la maman qui dit ça, elle a été obligée de rentrer au village en fait. Parce que la ville était dure, il n'y avait pas l'argent. Mais elle a plein d'enfants partout, même qui ne s'en sortent pas en fait. Certains sont là, ils ont là 40 ans, mais ils vivent encore des vies compliquées. Parce que c'est dur, ils n'ont jamais pu se stabiliser sur le plan financier, se payer des études et avancer. Si tu étais resté avec un ou deux enfants, hein, les choses allaient pouvoir se faire. Chacun met les versets bibliques à son avantage en fait. Donc ce sont les choses qui tuent notre communauté. Tu es un homme, au lieu de réfléchir à créer des choses, tu es là, tu as une tonne d'enfants. Tu fais des enfants partout. Hein? Et même quand tu as des enfants partout, tu veux encore coucher avec d'autres filles. Tu veux encore aller faire les enfants, coucher partout. Tu ne te retiens jamais. C'est ça qui nous tue en fait. Et les enfants là, dans les familles au Congo souvent, hein, on les appelle parfois, les enfants là, souvent ils ont des dons spirituels, ils ont des choses, ou peut-être c'est Dieu qui les visite, je ne sais pas. Mais on les traite des d'enfants sorciers. Moi, j'ai vu le phénomène qui m'a attristé. Je sais que quand Dieu m'a dit d'aller au Congo, je vais aller au Congo bientôt, par la grâce. J'ai vu que j'étais là-bas. Je parlais aux jeunes, des enfants dans la rue, des jeunes. Et je sais que parmi eux, il y a des enfants contre des enfants sorciers. Mais c'est des gens qui ont peut-être des dispositions spirituelles. On les traite de sorciers, on les abandonne dans la rue, ils deviennent des délinquants en fait. Vous accouchez des enfants pour les abandonner comme ça, pour les livrer. Enfants sorciers, vos propres enfants. Moi, quand je vois ça, ça me met dans tous mes états en fait. Les enfants. Vous les traitez d'enfants sorciers, vous les jetez parce que vous ne comprenez pas qui ils sont. Hein? Déjà, un enfant qui est sur le plan émotionnel, il est rejeté, bah, il va commencer à manifester des choses bizarres. Hein? Les enfants partout, partout. Vous faites les enfants partout, partout, vous couchez. Il y a des gars, même dans nos communautés, il y a des gars qui ont l'impression que leur puissance, c'est quand ils couchent à gauche, à droite. Voilà. Les enfants couchent, les gars, oui, c'est ça. La force, c'est ça. Hein? Tom Burrell qui a écrit le livre Brainwash, il a expliqué que généralement quand les Noirs s'associent, et c'est choquant mais c'est vrai, généralement quand les Noirs s'associent, tu vas rarement voir des Noirs s'associer, c'est rare, hein, c'est possible, mais tu vas rarement voir des Noirs s'associer et parler de projets, d'entrepreneuriat, comment bâtir le pays. Lorsqu'ils s'associent, c'est souvent pour parler de sexe. Je me souviens une fois j'étais au basket et c'est arrivé plusieurs fois. J'ai vécu ça en live. J'allais au basket plusieurs fois comme ça au basket. Quand les gars se posaient, on parlait de quoi? Les gars parlaient de quoi? Des fesses des femmes. Des fesses des femmes. Ah, comment je l'ai tourné, comment je l'ai fait ça, comment elle criait, comment elle ceci, cela. Tu couches avec un gars, quand on vous dit aux femmes, arrêtez cette vie-là, tu couches avec un gars, il prend tes vidéos, ou alors il va raconter comment tu es, il va parler des détails de ta vie. Voilà beaucoup de blagues, voilà comment il pense. Voilà comment il pense en fait. Tu vas les voir rarement s'asseoir comme ça et parler de business. Hein? De business. On investit dans quoi? Moi, quand je cause avec mes mentors, mes grands frères, les coachs Darcy, coach Thierry, on parle de business. Hein. Quand je cause avec le coach Brice, nous, on est toujours en train de parler de business.
Dernièrement, je lui parlais des problématiques d'entreprise. Je lui ai dit, bon, toi, tu es vraiment dans le domaine de l'entreprise, vraiment. C'est quoi les problématiques en entreprise? Parce que de plus en plus, Dieu m'a dit d'entrer dans cette sphère-là, de parler aux entreprises. Et je lui ai dit, bon, toi, tu as avancé dans ça. Dis-moi, en fait, c'est quoi les problématiques? Hein, il m'a parlé de communication interpersonnelle. Il m'a parlé de beaucoup. Il m'a dit, bah, on va développer ça. Voilà les vrais trucs. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire, écoute, maman, tu as vu les fesses de la fille, gars, il faut que j'arrive au pays, là, je la frappe. Tu vois les trucs. Ce sont les choses qui font que, ben, on est toujours en train de, voilà. Il y a un entrepreneur qui disait, un entrepreneur qui a étudié aux États-Unis, il est au Cameroun, il disait que ben, les gens sont toujours dans les émotions, hein? Superficialité. Et quand tu les ramènes à des sujets plus intéressants, on te traite d'orgueil, oui. On est toujours dans les émotions, toujours la fête. Toujours la fête. J'ai remarqué un truc aussi qui me choque, c'est que parfois, vous allez voir une vidéo comme ça là, il y a 36 personnes en ligne, d'accord? Mais si je faisais une vidéo, j'allais parler du mariage, j'allais parler de sexe, comment draguer une fille, comment aborder une fille, vous alliez voir des tonnes de partages. Ça là, j'étudie beaucoup les statistiques sur Facebook, ce qu'on appelle les insights. Je connais ce qu'on appelle voilà, les algorithmes. Là. Je comprends quelle est la mentalité des gens. En tant que quelqu'un qui a une vision psychologique, quand j'étudie en fait les réactions des gens même dans cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les émotions. Moi, j'ai remarqué que si je veux parler, si je veux faire bouger ma page, mon compte Facebook, je n'ai qu'à parler du mariage et du sexe. Oui. Si je fais bouger mon compte Facebook, je n'ai qu'à parler de ça. Mais quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle de comment, c'est pas, libérer son potentiel, je parle de la destinée. Il y a très peu de gens, il n'y a que des gens comme vous, en fait. Vous comprenez ça? La plupart des Noirs, voilà, j'ai même des amis sur Facebook, bah, ils ne calculent pas. Mais dès que je vais parler des filles, ils vont venir. Ça montre que nous sommes dans un, nous sommes en fait déroutés, en fait. Oui. Hein? Oui, les femmes ne connaissent pas leurs valeurs. Hein? Tu parles de business, tu parles d'entrepreneuriat, les gens fuient. Attends. Les gens ne... Pourtant, vous avez besoin de ça. Dans d'autres vidéos, j'expliquerai ça. Par exemple, moi je dis, moi c'est mon point de vue. Tu ne peux pas être un noir, tu es en Europe, tu es en Occident et tu n'as pas une entreprise. Ou tu es seulement en train de travailler chez les gens pour toute ta vie. Donc ton plan, c'est seulement de travailler chez les gens. Gars, il faut sortir des plantations. Sortons des plantations. Oprah Winfrey avait dit ça. Oprah Winfrey avait dit ça aux États-Unis. Elle avait dit, écoute, elle parlait des basketteurs NBA. Elle disait que, écoute, ah, you guys, you are still in the plantations. Elle dit que tant que tu n'as pas ton système, tu es dans une plantation. C'est pourquoi LeBron James, quand il arrive à la NBA, il a eu son premier cachet à 50 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'asseoir au pied de Warren Buffett. Warren Buffett lui a enseigné ce qu'on appelle l'investissement. Aujourd'hui, LeBron James a des séries télé, il a des chaînes, il a plein de trucs. Il a, il a plusieurs business en fait. C'est un gars, il a décidé d'être méga riche. D'accord? Magic Johnson, quand il est arrivé aux Lakers, Los Angeles Lakers, dans sa jeunesse, gros contrat, tout ça. Et lui, un jour, son boss, qu'il aimait bien, parce que souvent les boss là, quand ils te recrutent, en fait, ils veulent un peu causer avec toi. Quand il a eu l'opportunité de causer avec Magic, il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes rêves? Comment tu peux demander à un basketteur de la NBA c'est quoi ses rêves? Il est en train de vivre son rêve, mon frère. Il s'est battu, gars. La NBA, c'est 400 joueurs. Et il y a des millions de personnes dans le monde entier qui veulent entrer dans la NBA tout le temps. Si tu es parmi les 400 joueurs, c'est que tu as quand même réalisé ton rêve. Non, mais il a dit quoi? Magic Johnson a dit à son patron, c'est quoi? C'était Jerry Boss. Il a dit à Jerry Boss que I want to be a businessman. I want to be a business owner. Je veux avoir une entreprise, je veux avoir des entreprises, je veux investir. Et Jerry Boss était quand même surpris. Il a dit, waouh, c'est intéressant ça. Tiens, ok. Et qu'est-ce que Jerry Buss a fait? Il a commencé à le connecter à des gens. Et les coéquipiers de Magic Johnson, pendant qu'il joue au basket, pendant qu'il était en train de jouer au basket, ses coéquipiers se moquaient de lui. Hein, c'est toi, tu vas faire le mec, tu vas aller jouer au basket, tu vas aller être chef d'entreprise, machin, truc. Mon frère, vous savez qui aujourd'hui est actionnaire majoritaire chez Starbucks? C'est Magic Johnson en fait. Bah oui. Il est multimilliardaire. Il a été même le président des Los Angeles Lakers, un club qu'il avait recruté à l'époque comme joueur. Hein?
il a des investissements partout aux États-Unis. Vous voyez ça? Il a pensé différemment. Il est sorti de la plantation. Parce que tant que tu es basketteur et tu es là, tu attends, tu joues au basket, tu attends le salaire à la fin du mois, tu attends le salaire sur ton contrat, tu es encore dans la plantation, il faut posséder un système. C'est pour ça que je disais, les Noirs, vous devez posséder des systèmes. Vous devez avoir chacun son entreprise. Diversifier en fait, diversifier. Apporter les vases à Dieu, apporter les vases. Vous ne pouvez pas rester là, tu es dans la plantation. La plupart des joueurs NBA, allez regarder le documentaire Broke. Allez regarder le documentaire Broke. Hmm? La plupart des joueurs qui ont eu des gros tickets, ils sont ruinés aujourd'hui. Ils n'ont pas investi. Regardez Kevin Garnett qui avait touché 121 millions de dollars, on l'appelait de Big Ticket. Son argent est parti où? Ça a été perdu. Je crois que, je ne sais même pas, sa femme encore lui a pris 71 millions de dollars. Elle a, elle a coupé sa fortune en deux. Hein? Pourquoi les gens comme Michael Jordan sont prospères? Parce que, gars, il a créé plusieurs, il a diversifié ses investissements. Il est sorti de la plantation, il est devenu une icône en fait. Mais nous, souvent, je dis souvent aux Noirs, arrêtez cette histoire d'être toujours là seulement être. Et moi, je le dis avec la conviction de Dieu, arrêtez cette histoire. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu m'a fait sortir de l'entreprise. Il m'a dit, crée des business, tu seras un entrepreneur et tu vas enseigner ça aux gens. Arrêtez cette histoire d'être seulement tout le temps les emplois, les emplois. Arrêtez ça, je vous dis. Vous allez me dire que oui, mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un péché? Non, c'est bien d'avoir un boulot. Boulot alimentaire, c'est bien. Ça te permet de te positionner pour ton propre business. Tu peux aussi avoir un boulot que tu aimes, c'est ta passion. Et à côté, tu as d'autres entreprises. Mais vous ne pouvez pas fonctionner sans avoir vos business. C'est pas possible. Vous devez investir, vous devez être des entrepreneurs en fait. Surtout nous les Noirs, surtout nous les Noirs. On ne doit pas faire autrement. Non. Avec tout ce qu'on a vécu, je dis toujours ça, avec les injustices qu'on subit, le racisme. Vous savez que moi-même, je vis souvent le racisme, je subis souvent ça. Hein? Hein? Tu rentres dans l'ascenseur, hmm? Tu rentres dans l'ascenseur. La personne qui rentre dans l'ascenseur et toi, elle serre les bras comme ça, elle te regarde. Un regard méchant. J'étudie la psychologie. En tant que chrétien, ça m'a beaucoup aidé. Ça me donne une longueur d'avance. Je connais les langages du corps. Le langage non verbal, il compte plus que le langage verbal. Il compte à quoi? 80% plus que le langage verbal en fait. Quelqu'un a dit, je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis parce que ton corps en fait parle plus que ce que tu dis. Je suis allé en Grèce. Je vous ai dit que j'ai été invité là-bas par un footballeur professionnel. J'étais dans un palace et là-bas, je n'ai pas vu de black. J'étais le seul black. Je vois une équipe de football, je crois que c'est l'équipe de Grèce, ils allaient dans une compétition. Je les vois tous arriver et ils sont entrés dans l'hôtel, ils allaient prendre le petit déjeuner, je crois, ils étaient dans la cour. Je vois un gars grand, un blanc, qui vient et s'assoit à côté de moi. Il se demande d'abord, qu'est-ce que je fais là? J'étais avec mon ordinateur, j'étais en train de travailler. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans un... Il s'est certainement demandé, mais qu'est-ce que ce mec fait dans un palace? Il me regardait bizarrement. Et il s'assoit, il me regarde, il essaie de me scruter. Je vois, il regarde mes chaussures, il regarde ma tête, il regarde mon ordinateur. Il me regardait en fait des pieds à la tête, des pieds à la tête, des pieds à la tête. Après, à un moment donné, il voit que j'étais à l'aise, j'avais mes Ray-Ban, tranquille, bien, bien frais, dans mon soir, tranquille. J'étais là sur mon ordi, je passais mes coups de fil. À un moment donné, il a compris que non, ce mec, bah, c'est un gars qui gère, il est dans son domaine. C'est un gars, certainement, c'est un gros monsieur, il est une autorité. C'est quelqu'un qui est dans un domaine, en fait, s'il est en plus ici, là. Donc, en fait, ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Et comment je sais ça? C'est que j'ai lu son langage non verbal. Bah oui, je vous dis, lisez la psychologie, mon ami, sinon vous êtes perdu. J'ai lu son langage non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a tourné le dos, il m'a donné le dos, en fait. Et il était même mal à l'aise en se tournant. Il me donne le dos pour dire quoi? Je ne suis pas avec toi. Il me donne le dos, je ne suis pas avec toi. Je ne cause pas avec toi, je ne traite pas avec toi. Alors que la rue était en face de lui, le soleil était en face de lui, en fait. Il a préféré se tourner, il m'a donné le dos. Et moi, j'ai tranquille, j'ai dit, bah écoute, tourne le dos, c'est ton problème. Je suis dans mon élément, je suis dans ma destinée, je fais mes trucs, je gère. Hmm. Toi, tu vas encore aller frapper les ballons, là. Tu dois passer d'abord par des phases psychologiques. Si tu perds là, on va vous critiquer, les gens vont vous critiquer. Ben écoute, moi je suis libre. C'est ça que j'ai dit, oui, moi je suis libre. Toi, tu es volleyeur, tu es dans une équipe de volley. C'est tellement, voilà quoi. Voilà comment j'ai commencé à penser. Je me suis dit, ah ok, ben, en fait c'est bien d'être libre hein, finalement. Il faut être libre.
Hein? Et autre chose que j'ai vécu, c'est que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois dans le Uber. Euh, 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, voilà. Une fois, j'étais à Paris. J'étais à Paris, je prenais le Uber, je rentrais chez moi. Et le monsieur du Uber, je ne veux pas dire quelle est sa nationalité, quelle est sa race, je ne veux pas dire ça. Mais il était de peau blanche, voilà. Et à un moment donné, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Il me dit ça va bien? Il dit oui. C'est ensoleillé aujourd'hui? Il dit oui, c'est pas mal. Il me dit vous prenez souvent le Uber? Bah, il s'étonne qu'en fait, un noir prenne un Uber X en fait. Et il s'étonne en fait. Vous prenez souvent le Uber? J'ai dit bah oui, j'ai l'habitude, hein. Écoute. Vous faites quoi dans la vie? Ben, je lui ai dit chef d'entreprise. Après, à un moment donné, il a voulu entrer dans les détails, j'ai zappé. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Et en fait, il était en train de m'identifier, en fait. Parce que le fait qu'il soit conducteur d'un Uber et que moi je suis à l'arrière, dans sa tête, il se dit des choses. J'ai vécu ces choses, hein. Il se dit des choses. Il est peut-être plus à l'aise avec le fait de conduire peut-être quelqu'un qui est blanc, mais pas de conduire à l'arrière quand même un black qui prend un Uber X en fait. Généralement, peut-être les blacks qu'ils voient, c'est les gens qui prennent les Uber, les poules entre eux là, voilà. Bref, ça m'est arrivé une seule fois, j'ai vu ça, j'ai dit, hein, c'est rien. Une autre fois, je vois un autre qui il est dans le truc, il essaie de me parler et il me dit Mbotenayo. Mbotenayo, je dis pardon. Il dit Mbotenayo, je dis Mbotenayo, je ne suis pas congolais, en fait, je suis camerounais. Voilà. Pour lui faire comprendre que, voilà, je ne sais pas de quoi tu parles, en fait. On n'est pas tous. En fait, tous les Noirs ne sont pas congolais, tous les Noirs ne sont pas camerounais, en fait. Une fois, dans le Uber, en fait, encore, je vois le mec, il, en fait, il essaie toujours de te parler, en fait. Ou ils sont pas bien dans leur tête, ils sont dépressifs, je sais pas. Ils essaient à tout prix de faire la conversation avec toi. Il me dit, Bénin, 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 alors Bénin. J'ai dit, le Bénin? Il a dit, non, je ne suis pas béninois, en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'explique ça à ma femme. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai trouvé une technique, c'est que moi, j'ai des écouteurs. Ce n'est pas un appel. Tout le monde peut entreprendre. Tu peux entreprendre. Tu peux être employé et tu entreprends. Ce n'est pas que dans ta vie, tu appelles être entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui entre, qui prend. Pourquoi est-ce qu'on a compliqué cette histoire, en fait? Je parle du business. Les gens de la Bible, là, que vous connaissez, Joseph, Daniel, c'est des entrepreneurs, en fait. Moïse, tout ça, c'était des entrepreneurs. Ils avaient des choses, ils avaient des systèmes. Abraham, voilà. Parce qu'il y avait un appel sur leur vie pour être des entrepreneurs. Mais c'était des entrepreneurs. Pour gagner de l'argent, il faut entreprendre. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre, en fait. J'ai parlé de la loi, sur les lois spirituelles, les lois de la réussite. J'ai parlé de la loi de l'entrepreneuriat. Donc, je reviens au Uber. J'étais dans le Uber et le mec, voilà, les autres fois, bah, voilà, les autres fois, j'ai compris en fait que, ah, ok, c'est leur technique en fait. Dès qu'ils vont en noir, ils essayent de. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Ils essaient un peu de te casser, machin, truc. Et j'étais là tranquille. Et à un moment donné, j'ai compris que quand je rentre dans le Uber, en fait, je ne parle pas avec eux, en fait. Je salue, ils me saluent. Je dis bonjour, comment allez-vous? Oui, bien, ok. Après, j'ai mis mes écouteurs. Après, il essaie de faire la conversation, genre là, j'essaie un peu d'écouter. Quand je vois la tendance qu'il veut ramener le truc, bah, je suis calme, en fait. Je dis, bah, écoutez-moi, excusez-moi, vous dites quoi? Vous dites quoi? Après, ils se sont perdus. Il y a une fois un mec qui m'a fait ça. Il m'a fait ça. Et il me dit, non, c'est bien ce restaurant. Genre, il m'a pris à un restaurant, j'étais à un restaurant. Il dit, c'est bien là-bas, hein. J'ai dit, vous parlez de quoi en fait? Ah non, le restaurant où vous étiez, j'ai dit, bah non, j'étais à une chaîne de télé là, je sors d'une chaîne de télé. J'étais à côté, bah. Après, j'ai mis mes écouteurs, j'ai coupé. En moment, je l'ai vu dans le rétroviseur, il était contrarié en fait. Parce qu'il voulait amener la conversation. Souvent, ils amènent la conversation pour pouvoir savoir qui tu es. Ils veulent comprendre en fait. Et j'ai vu ça, je me suis rendu compte que non, mais non, c'est pas possible en fait. Nous, les Noirs, on doit posséder les systèmes en fait. On doit posséder les systèmes. On doit posséder les systèmes. Ici en France, quand tu n'as pas d'entreprise, il faut voir même parfois comment la banque, les gens, on te traite à la banque. Bref, vous comprenez ça? C'était toujours dans ce que je dis. Donc, pour aller plus loin, le sixième élément, je vais finir avec ça. On a enseigné aux Noirs souvent de vivre l'instant présent. C'est ça en fait. On te dit de vivre l'instant présent. D'accord? Les gens sont en mode de survie. En mode de survie en fait. Hmm. On ne veut pas se former. Les gens ne veulent pas se former. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel pour un noir de se former en fait.
Pour la plupart des gens, c'est pas naturel de se former, de lire beaucoup de livres. C'est pas naturel. Il y a les gens, il y a un à qui j'ai dit, toi, je prie pour que Dieu te donne l'esprit de la lecture. C'est pas normal. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai fait une vidéo que je vais mettre sur YouTube où je parlais de stratégies pour apprendre l'anglais. Et j'expliquais dans cette vidéo, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des livres. Chaque fois, je veux leur donner le nom d'un livre, le livre en anglais. Oh, coach, c'est en anglais, je fais comment? Mais vous allez faire comment? Apprenez l'anglais. Vous allez faire comment, en fait? Est-ce que l'auteur va... Vous allez attendre 3 ans que l'auteur prenne le temps de contacter un francophone qui va traduire le livre pour lui et vous mettre le livre à disposition? Vous allez faire comment? Vous allez perdre 3 années comme ça? Voici un livre, Brainwash. J'ai beaucoup de gens qui l'achètent. Et les gens qui l'achètent, bah, écoutez en anglais. Bah, il faut décoder. Alors, donc, il faut parler anglais. Il faut parler anglais, en fait. Voilà. Et nous, c'est souvent ça, on ne veut pas lire. Les gens ne veulent jamais lire. Après, tu t'étonnes. Ah, je ne gagne pas assez. La vie est dure. La vie est dure ici en France. Ce n'est pas que la vie est dure. La vie est dure partout. La vie est dure partout. Même le rêve américain n'existe plus. Le rêve américain, là, ça n'existe même plus, en fait. Le truc où tu arrives, boum, tu te lances, moi, tu commences à gagner de l'argent. Non. Beaucoup de gens vivent à crédit aux États-Unis. Beaucoup de gens sont endettés. On ne peut pas. Tu ne peux pas être noir. Tu n'entreprends pas, mon frère. Tu es seulement là, salarié toute ta vie. Ce n'est pas un appel, hein. Écoutez, ce n'est pas une destinée. Ce n'est pas que, oh, toi, tu es né, tu seras seulement entrepreneur. Il y a les gens que Dieu t'a donné la capacité d'être entrepreneur. Il te donne même les prédispositions pour que tu le fasses. Mais tout le monde peut entreprendre. S'il le veut, si tu veux, tu peux. C'est une question d'intelligence émotionnelle et de comprendre, en fait, les problèmes de ton environnement. Et tu apportes une solution. On a tous des talents, non? Il y a des compétences techniques ou manuelles. Il y a les compétences business. Hein? Compétences techniques, c'est tout ce que tu fais, voilà. Tu écris, tu cuisines, tout ça. Il y a beaucoup de talents. Et avec toutes ces compétences-là, tu peux créer des business. Tu peux offrir des... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce que tu as. Et nous, souvent, les Noirs, depuis la colonisation, même depuis l'esclavage, on nous a conditionnés à être, je ferai une vidéo dessus, à être des suiveurs et non des leaders. Pourquoi la plupart des gens sont toujours sous les autres? Toujours en train de travailler pour les autres. Pourquoi c'est normal pour nous, en fait? Vous ne trouvez pas ça choquant? Vous voyez souvent les Blancs travailler pour les Noirs. Vous avez vu ça? C'est pas rare. C'est rare, en fait. Je veux dire, c'est pas habituel. Ça existe. Mais combien... Regardez bien, observez bien, soyez honnête. Combien de Blancs travaillent pour les Noirs? Je vais m'arrêter là, je vais répondre aux questions. Combien de Blancs travaillent pour les Noirs? Vous avez déjà vu un Chinois travailler pour un Noir? Vous avez déjà vu ça, quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Dites-moi. Vous avez déjà vu un Asiatique travailler pour un Noir? C'est combien? C'est sur une échelle de 0 à 10, c'est combien? C'est quoi le pourcentage d'Asiatiques qui travaillent pour les Noirs? Jamais. Jamais. J'étais allé au Mozambique une fois et je voyais bah, des Mozambicains qui travaillaient chez les Asiatiques, en fait, et il y a un qui se faisait botter carrément. Il avait mal travaillé et son patron le bottait. Il le bottait devant les gens. Il le bottait. J'ai dit, mais j'ai vu. J'allais faire développer des photos. Son patron le bottait, comme ça, comme un esclave. Il le bottait devant les gens sans avoir honte des clients. Parce que quoi? Il est à l'aise. Souvent dans nos pays, en Afrique, hein, un Asiatique vient là, il est incapable de t'amener à la police pour qu'on te fasse fouetter toi le noir. Et on te fouette bien. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on veut toujours rester des gens brocs en fait? Pourquoi quand on vous dit entreprenez, pourquoi c'est des barrières qui s'érigent, c'est des murs? Ah non, ah non, ah non, ah non. Je connais un de mes coachés qui, à un moment donné, Dieu lui a demandé de créer des ateliers. Hein, je ne vais pas citer son nom. Je lui ai demandé de commencer à créer des ateliers autour de son histoire, de faire des coachings. Et les gens ont commencé à l'attaquer. Hein, les gens ont commencé à l'attaquer. Oh, tu ne... Merci beaucoup, Christelle, dans l'antichambre. Oh, tu ne peux pas faire ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Attention, attention à l'argent. Hein. Attention, attends. Elle a vécu une histoire traumatisante dans sa vie. Elle a connu des blessures. Elle a guéri de ses blessures. Elle a écrit des livres dessus. Et Dieu lui demande tout simplement de créer des rivières financières avec son livre. Donc, à travers son livre, parce que quand tu crées un livre, tu peux créer des conférences, des ateliers, tu peux voyager, tu peux créer des produits dérivés à n'en plus finir, en fait. Allez voir le film Colette. Allez voir le film Colette, en fait. Colette, c'est une dame. Elle sort avec un mari gigolo. Et Colette, elle écrit tellement bien. Et son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploiter son talent d'écriture en lui faisant produire des œuvres et il va mettre son nom dessus. Au début, elle se laisse avoir parce que
Bah écoute, elle est amoureuse, hein. Les femmes, quand elles sont amoureuses, elles deviennent parfois, excusez-moi, voilà. Et elle va commencer à écrire des œuvres qui vont toucher toute la société française. Ça va impressionner les gens. Waouh, c'est qui cette... Qui écrit? Le gars, il a pris... bah, il s'est fait passer pour l'auteur. Donc les gens ont la pression, disaient que non, mais vous êtes un brillant écrivain. Mais certaines femmes avaient commencé à comprendre que non, cet homme n'a pas cette sensibilité pour écrire. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur, le nom de Colette est devenu, l'histoire en fait du livre est devenue tellement puissante que le livre là est devenu le nom du livre en fait. Colette, l'histoire, ça s'est démultiplié en plusieurs livres, plusieurs séries que les gens s'arrachaient à chaque fois. Et ils ont commencé à décliner le nom Colette sur beaucoup de produits. Ça m'a choqué en fait. Ils ont commencé à mettre le nom Colette sur des mouchoirs de table. Ça, j'expliquais ça à un de mes élèves, l'autre jour à la Défense. Il était impressionné. Il mettait le nom Colette sur les mouchoirs de table. Il mettait le nom Colette sur des parfums, sur des coffrets de parfums, sur des crèmes de peau, sur des écharpes, même sur des... Comment on appelle ça comment on appelle ça? C'est les... Comment on appelle les trucs des femmes là? J'ai oublié. Oh là là. Pour... comment on appelle ce que les femmes font là? C'est les éventails. Un éventail en fait. Quelque chose comme ça. Pour se rafraîchir en fait. Ils avaient beaucoup ça à l'époque. C'est les années 1800, quelque chose comme ça. Ils avaient ça et c'était gravé de son nom en fait. C'était en fait la marque, la loi de la marque. Jean Dieu parlait en fait. Son logo était partout. Tellement son livre avait béni les gens. Donc avec un livre, en fait, tu peux créer plusieurs choses. Donc tu peux être un entrepreneur. Et on a commencé à dire non, ne fais pas ça à la fille, justement, la fille, ne fais pas ça, machin, truc. Ah, vous voulez quoi qu'elle reste à l'église, en fait, elle demande l'argent tout le temps. Elle prie le miracle à Dieu. Et Dieu lui a dit, elle se plaignait à un moment donné des problèmes financiers. Et Dieu lui a dit, mais écoute, je t'avais donné un concept, non? Pourquoi tu écoutes des gens? Donc voilà, les Noirs toujours dans l'antichambre, c'est ça? J'ai vu le documentaire de Assini l'autre jour, des Libanais qui impactent là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, continuons toujours l'éventail, merci. Continuons toujours à être les employés des gens. Continuons toujours, oui. Tu peux être employé un temps. Moi, j'ai été employé chez Foncia, j'ai été employé chez BizBiz. C'était pour un temps, pour créer mon propre business, pour créer mon économie aussi, oui. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à les employer des gens. C'est pas possible, en fait. Si tu regardes mes vidéos, je te dis, arrête ça. Étudie, peut-être soit employé un temps, mais à un moment donné, et déjà un plan de salut à côté, un plan B quelque part, une stratégie à côté pour créer ton propre business en fait, parce que tu dois créer de la richesse. Il y a des gens, dès que vous donnez de l'argent à votre famille, dès que ton salaire arrive, tu envoies l'argent au pays, tu n'as plus rien. Les gens qui n'arrivent pas à économiser. J'ai causé hier avec une jeune femme au Canada, pétrie de diplômes en fait. Ça se sentait même dans sa façon de s'exprimer, de parler. Pétrie de diplômes, elle a même eu un MBA, elle a fait toutes sortes d'études. Jeune fille, elle me dit, Coach William, tes vidéos, c'est la vérité. C'est la vérité. On croit souvent qu'on a réussi. Hein? Tu gagnes bien ta vie, genre, tu as un bon salaire, tu penses que c'est ça la vie. Mais tu es toujours l'employé de quelqu'un. Toujours l'employé de quelqu'un. Tu bâtis des systèmes pour les autres. Pendant que les autres deviennent des millionnaires, deviennent des millionnaires, deviennent des millionnaires. Toi, tu es là toujours en train de. Elle me dit, mais oui, c'est vrai, on fait semblant d'avoir réussi, on est sur Internet, on met des belles chaussures. Voilà, mais on est toujours limité. Tu ne peux même pas aller en vacances quand tu veux. Tu es limité. J'ai dit, nous, les Noirs, on doit entreprendre. Marcus Garvey avait demandé aux Noirs d'entreprendre. Ils ont commencé à entreprendre. Après, bah, les blessures ont eu raison d'eux. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, hein? Quand je fais la formation des talents, qu'est-ce que je fais? Par exemple, Christelle a fait ma formation des talents. Qu'est-ce que je fais? Je, je crée un système où les gens trouvent ce qu'ils doivent faire sur la terre. C'est ça le plus. C'est-à-dire que si tu trouves ça, c'est fini. Et à partir de ce que tu as trouvé, tu crées des systèmes. Aujourd'hui, elle a un mastermind. Tu vois ça? Tu crées un système. Dès que tu trouves ce pourquoi tu es sur la terre, tu crées un système en fait. Attendez. Vous voyez ça? C'est important. Nous les Noirs, je dis bien, je répète. Tu me suis. Je m'en fous si tu m'insultes. Hein. I don't care. I don't care. Tu dois avoir un business. Il ne faut pas être des employés toute la vie, mon frère. On doit sortir des plantations. On doit sortir des plantations. Je vais même donner le titre de cette vidéo. Je vais appeler ça Sortons des plantations. Et je vais développer notre vidéo dessus encore après, un autre jour. Sortons des plantations. Sortons des plantations.
Tu arrives en France, première chose à laquelle tu penses, trouver un job. Et souvent, les gens, quand ils ont un CDI, voilà ce qu'ils font. Quand ils ont un CDI, ils sont contents. Oh, nanana, ils dansent, ils dansent. Hum, 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 J'ai mon CD, j'ai mon CD. Après quelques mois, tu lui parles. C'est comment ton boulot? Gars, le boulot là, dis donc, c'est mon frère, hein, c'est la malchance, mon frère. C'est toujours le boulot comme ça, mon frère. L'esclavage, mon frère. C'est toujours le boulot de quoi comme ça? Toujours le boulot de quoi? Mon frère, tu work, mon frère. Même le samedi, tu ramènes le work à la pile, mon frère. Tu es là tout le temps. Mon patron m'énerve même d'abord. Mais oui, si ça t'arrive, c'est que tu n'es pas là où tu dois être. Donc, profite de quelques années, peut-être un an, 2 mois, tu apprends. Et après, tu vas créer ton truc. J'ai rencontré mon professeur de mathématiques au Cameroun. Je l'ai rencontré dernièrement au Cameroun. Il est devenu un consultant international. Il a des business en Afrique du Sud, partout. Quand je l'ai vu, je sais que c'était divin. Je l'ai vu, je lui ai d'abord offert ma casquette WD. J'étais très heureux de lui offrir ça. Et il a porté, il était content. Il me dit oui. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit quand tu reviens au Cameroun, appelle-moi, on va s'asseoir. Tu vas même coacher mes enfants. Il est devenu un expert. Il a découvert, pendant qu'il était professeur, il a eu un déclic. Un jour, il arrive chez sa bailleresse, arrive à la maison, elle lui demande l'argent du loyer. Le gars n'a pas d'argent de loyer. Alors qu'il est professeur, il est beaucoup aimé en fait. Il était choqué de savoir qu'il peut encore vivre une dimension où il n'arrive pas à payer son loyer. Ça l'a brutalisé, ça l'a choqué, ça a créé. Parce qu'il y a les gens, souvent, il faut que ça crée un déclic en eux. Ça a créé un déclic en eux. En lui, il a réfléchi, il a dit waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment moi, j'arrive pas à payer mon loyer? Hmm? Comment j'arrive pas à payer mon loyer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui s'est passé, quoi, c'est que il avait découvert qu'il était bon en psychologie. Je répète encore, les gens qui méprisent la psychologie, là, écoutez bien. Il était bon en psychologie. Alors, il a décidé que c'était la dernière année où il était professeur de mathématiques. Il a commencé à travailler, il a pris son argent, il s'est inscrit à l'université de Yaoundé 1, en Guayaquil. Il a commencé à étudier la psychologie. Il a étudié la psychologie, finalement, il a fait 3 ans là-bas. Il a eu une licence. Et après, comme il rêvait toujours, parce que quand on était au collège, il rêvait tout le temps d'aller à l'international, de travailler à l'international dans les ONG. Et un jour, il a eu un filon pour travailler à l'ONU. Et il se trouve qu'à l'ONU, là-bas, en fait, il était allé constater des problèmes à l'ONU. Il a constaté qu'à l'ONU, en fait, il y a beaucoup de cadres qui ont des problèmes psychologiques. Beaucoup de cadres à l'ONU ont des problèmes psychologiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à les aider. Commencé à les aider. Commencé à les aider quand dans les couloirs. Et finalement, ben, les résultats étaient parlants. On lui a donné un poste. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est consultant. Il voyage dans le monde entier pour le compte de l'ONU. Il travaille avec l'ONU. Il est consultant. Il n'est même pas employé, hein. C'est-à-dire qu'il a son business et voilà, il y a des gens à l'intérieur. Et il a des immeubles en Afrique du Sud, au Cameroun. En fait, il a des business, là, les plantations. Il m'a expliqué plein de trucs. Et bizarrement, il avait lu le livre de Robert Kiyosaki, un professeur qui lit le livre de Père riche, Père pauvre. Il a compris. Vous comprenez ça? Et il m'a dit quoi au Cameroun? Il m'a dit, William, un salarié, un homme qui a été salarié peut-être pendant 15 ans, il m'a dit, William, le salariat, c'est un leurre. Le salariat, c'est une leurre. C'est-à-dire que c'est une illusion. Ça donne l'impression d'être riche. Non. Donc voilà, je veux vraiment parler au noir. Je dis, allons à un autre niveau, quoi. Allons à un autre niveau. Passons à un autre niveau. Formez-vous. Mettez, voilà, il y a une femme l'autre jour qui disait, oui, elle me disait que vraiment, elle a écouté une de mes vidéos où je disais que oui, vous dites qu'on n'a pas l'argent pour les formations, pour vous former, mais vous avez l'argent pour acheter des greffes, des perruques. Oui, il y a des femmes qui dépensent 300 euros, 500 euros sur des vêtements. Les vêtements, c'est un investissement, c'est même pas un investissement, c'est un passif. C'est un passif en fait. Il faut investir dans les actifs. Il faut investir dans des choses qui t'apportent plus d'argent. Il faut investir dans des choses que tu peux revendre. Il faut investir dans les choses qui comptent. Tu ne peux pas passer ton temps à investir dans la nourriture, dans les vêtements pour te faire voir. Mais tu n'as rien, aucun plan d'avenir. Tu n'as même pas un compte en banque où tu épargnes de l'argent. Ce n'est pas normal. Ça doit cesser chez nous, en fait, les Noirs. Ça doit cesser. C'est pourquoi ils sont toujours au top. Les Blancs sont toujours au top. Excusez-moi de dire ça, ils sont toujours au top. Même dans le sport, c'est eux qui sont les présidents des clubs. Hein? Oui. Moi, je vais habiller les basketteurs NBA. Je vais habiller les équipes de basket, même ici en Europe. Je vais les habiller avec mon Mamac WD. Et ça, je peux même menacer, même je suis propriétaire d'un club un jour, NBA.
C'est une question de vision, c'est tout. C'est mon univers, j'ai fait du basket. J'ai fait du basket à l'international, c'est mon univers en fait. Je fais toujours du basket, j'aime ça en fait. C'est un domaine où je sais que je vais investir des choses. Donc, je ne me vois pas seulement comme un gars qui a joué, je me vois comme un gars qui peut posséder en fait un système. On doit avoir chacun de nous un système. Ne me dites pas que je suis bizarre, que oui, je suis en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Ben écoute, tu n'as pas de système, gars. Tu es dans le système. Tu n'as pas de système, on t'utilise comme élément dans le système, comme outil dans le système en fait. Et un système. Voilà. Donc j'attends les questions si vous en avez. Si vous avez des questions. Sinon, oui, lorsque le coach William était fâché, pourquoi nous n'avons jamais lu père, alors que mon père l'avait acheté. Dès que je l'ai lu, j'ai explosé à l'intérieur de moi car l'histoire était liée à moi. Voilà. Tu es là, tu veux voyager, il faut toujours que tu pries en langue. Hein? En Afrique, on n'y est pas encore, mais aux États-Unis, par exemple, le système de retraite est complètement à terre. J'ai suivi un documentaire il y a quelques années dans lequel on montrait des seniors retraités qui se reconvertissaient. La retraite c'est un piège, oui. La retraite, c'est un piège, en fait. Voilà. La retraite, c'est un piège. Non, moi, je vais vous sensibiliser. Hein. Vous savez pourquoi je fais ce que je fais? Je vous ai dit, je travaillais chez Foncia dans l'immobilier, j'ai travaillé chez BizBiz dans l'immobilier de luxe. Donc, je suis passé de l'immobilier basique à l'immobilier de luxe. On vendait les maisons aux Saoudiens. Et dans mon rôle, en fait, dans l'entreprise, c'était de faire de la relation clientèle. Je causais avec des familles, voilà, des Américains, je parlais avec eux. On vendait des demeures de luxe. On vendait des demeures en France qui coûtaient parfois 1 million d'euros. J'ai même eu à être dans un dossier avec la famille JM Weston, une famille voilà, qui font des chaussures de luxe. Parfois, mes collègues allaient sur les Champs-Élysées, on préparait les rendez-vous, ils allaient sur les Champs-Élysées, rencontrer des Saoudiens. Et pour aller là-bas, ils étaient obligés de partir parfois en voiture de luxe parce que là-bas, écoute, tu arrives là-bas, c'est la fille d'un prince qui est dans un hôtel qui te reçoit, quoi. Tu vois un peu sur les Champs-Élysées. Et quand j'étais là-bas, à un moment donné, ben, dès que mon contrat est fini là-bas, Dieu m'a dit, c'est la dernière fois que tu travailles pour quelqu'un, en fait. Et Dieu a commencé à m'expliquer que, bah, attends. Et moi, je m'en suis rendu même compte que je cause avec beaucoup d'Africains, surtout beaucoup de femmes qui viennent de moi. Beaucoup de femmes sont pauvres. Hein. Beaucoup de femmes noires sont pauvres. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous avez des phénomènes de tisas, des voleuses de mari, des phénomènes de filles faciles qui se laissent aller, qui sont avec n'importe qui là. C'est à cause de la pauvreté. Beaucoup de femmes noires sont pauvres. Je suis désolé de dire ça, hein, ça va vous choquer. Beaucoup de femmes noires sont pauvres. Je vous dis la vérité. Beaucoup. Beaucoup de femmes noires n'ont même pas la stabilité simple, la stabilité que avoir ne serait-ce que 3 000 € par mois, même 3 000 €, c'est-à-dire régulier, qui coûtent bien, qui te permet de vivre quand même à l'aise. Peu de femmes vivent cette dimension, en fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, en fait. On vous a fait croire que c'est normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout, hein. Je vous dis la vérité, c'est pas normal. On vous a fait quoi? On te dit, ah ouais, non, toi, moi, j'ai ton boulot. Ah, attends, moi, tu te dis, non, non, non. C'est très important. C'est très important. Flore, je vais mettre quelques livres sur ma page Facebook. Ou si tu veux, viens en inbox. Je n'aime plus trop donner mes livres en public comme ça parce que parfois je donne les livres aux gens. Je donne des livres. Déjà, j'ai arrêté ça. Le Seigneur m'avait dit d'arrêter ça parce que je donne les livres aux gens, ils n'achètent pas en fait. Oui, comment je sais qu'ils n'achètent pas? Je donne les livres aux gens avec les liens, parfois les liens affiliés. Ils n'achètent pas. Ou quand ils reviennent me causer, je leur dis, est-ce que tu as acheté tel livre? Ah non, je n'ai pas acheté. Mais pourquoi tu me demandes les titres des livres en fait? Bon, je sais que Flore, je sais que toi, tu investis beaucoup dans tes formations. Tu investis dans ton développement personnel. Je vais te donner le livre en privé. En fait, il y a les livres que je n'ai pas envie de... Je n'ai plus envie de faire comme avant où je balançais les livres tout le temps là. Non, 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 non. Les gens ne font rien avec. J'aime les gens qui passent à l'action. Je ne veux plus les gens qui sont là, oui, toujours en train de oui, parler, demander. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une information peut-être 5 fois. Je lui ai dit arrête.
Arrête de me perdre mon temps. Stop wasting my time. J'ai pas de temps à perdre. Arrête de me perdre mon temps, en fait. Tu es un aventurier, en fait. Tu es un aventurier. Tu tournes en rond. Je n'ai pas envie d'avoir des gens comme ça autour de moi. Parce que arrêtez ce que je fais. Arrêtez ce que je fais maintenant pour me concentrer à te donner des choses. Je ne veux plus. Non, je ne veux plus faire ça. J'ai passé le temps à faire des vidéos où je donnais des livres aux gens. Les gens, ça a changé la vie. Ça a changé la vie de qui? Les gens prennent et les lisent jamais, en fait. Donc, voilà. Excusez-moi. Bonjour, coach. C'est quand la prochaine formation de talent? C'est le 21 mai. C'est le 21 mai. Dans la formation de talent, le coach va dans votre enfance. Chez moi, la manière de mes parents, ce que mes parents insultaient était mon talent. Ma mère disait, tu parles trop. Et mon père disait, tu étais trop éveillé. Je me présente comme un éveillé. Voilà, moi j'avais dit à Christelle, écoute, je leur avais dit que oui. Et vous savez même que... euh, en tout cas, anyway. Coach William, vous avez déjà sur YouTube une vidéo sur vos livres. C'est bon. Bon, c'est une très vieille vidéo. Oui, que les gens aillent regarder mes vidéos, en fait. Oui, les gens perdent du temps. Les gens, je connais les perdeurs de temps, je les connais, hein. Ils viennent te posent parfois des questions, te posent des questions. Pendant qu'ils te posent des questions là, tu entends le papier qui bouge, tu entends le crayon, ils prennent des notes, ils prennent des notes. Après, ils ne font rien avec. On veut des gens qui veulent passer à un autre niveau. Voilà. Si je vais maintenant, je commence à photographier tous mes livres. Parce que j'ai une bibliothèque comme ça ici. J'ai encore dans le bureau, j'ai encore dans la chambre en fait. Ma femme a une grande bibliothèque dans la chambre. Ben, on a un tas de livres là en face de moi. J'ai plein de livres sur la table. J'ai des livres en psychologie là actuellement. Mais je ne vais pas vous donner des titres en fait. Je ne veux pas. Hein? Je ne vais même pas vous donner des titres. Je ne veux plus en fait. Parce que, bah écoute, avant je pensais que parce que je donne du fait du bien. Non, tu donnes aux gens, ben écoute, ça ne change rien puisqu'ils ne passent pas à l'action. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils reçoivent gratuitement. J'ai remarqué ça, c'est la psychologie aussi. Ils ont tendance à négliger, à mépriser en fait. Donc voilà, nous reprenons le 21 mai pour la formation des talents. Moi, je lis les livres que tu recommandes et ça a changé ma vie. Merci. Sois béni, Agnès Solange. Voilà. Voilà. Pourtant, ta vie est cachée dans un seul livre. Ta vie est cachée dans un livre. Voici un livre, par exemple. Voici un livre. Avec des principes. Des principes de business. C'est là. Hein? Il dit quoi? Il explique comment Starbucks fait du bon travail chaque jour. Il explique. Hein? Voilà. Il explique même la dimension spirituelle du business. Comme les gens disent que oui, l'argent, il explique la dimension spirituelle de l'argent. Tu vois, don't blame business because of a few unethical business people. Ne critiquez pas le business à cause de quelques personnes, à cause de quelques businessmen qui ne sont pas éthiques. Vous voyez ça? Parce qu'il y a une mauvaise image en fait sur les gens qui ont l'argent. On dit que les gens qui ont l'argent sont des voleurs, sont des magouilleurs. On a toujours entendu les soupçonner. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Hein? Tu vois, il explique les différents mythes sur le business, les mythes erronés. Il dit, mythe numéro un, le business est de façon inhérente injuste. Ça cause l'inégalité en donnant, en favorisant certains et laissant d'autres personnes pauvres dans le manque. Il dit que c'est un mythe. Jamais. Quand quelqu'un s'enrichit, il n'est pas en train d'appauvrir les autres. Vous voyez ça? Mais ça, il faut lire ça pour comprendre. Hein? Deuxième mythe, le business est fatalement défectueux parce que c'est conduit par la gourmandise comment on appelle ça? La convoitise. Il dit que c'est faux.
Tu peux faire du business qui est connecté à ta destinée et gagner de l'argent de façon éthique. C'est ce que j'enseigne avec mes talentueux. C'est pour ça que j'insiste pour qu'ils deviennent, ils découvrent leur destinée. Le business, troisième mythe, le business détruit l'environnement. Faux. Quatrième mythe, le business déshumanise les hommes en les tournant en consommateurs. Faux, il explique en fait. Il explique des mythes. Les mythes qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Hein? Il explique aussi pourquoi est-ce que... Voilà, il explique plein de trucs. Les mythes. Vous attaquez les riches, les gens qui gagnent de l'argent, vous les attaquez. Ben, tu n'auras jamais un ça en fait. Anyway, soyez bénis. Voilà, je ne donne pas les perles aux professeurs. Non, moi j'ai des tonnes de livres ici qui transforment les vies. J'ai des livres qui ont transformé ma vie en fait. J'ai des livres qui ont changé ma vie financière ici, mais de façon brutale en fait. Ça, c'est seulement dans ma formation des talents. Seulement mes talents, parce que je sais qu'ils veulent aller loin. C'est à eux que je donne. J'ai des photos et des photos de ces livres. J'ai même fait des captures d'écran de tous ces livres. Et voir la différence. Voilà, Christelle, elle a fait ma formation des talents. Elle a eu des livres, elle a lu des livres qui ont transformé sa vie. En ce moment, j'ai commencé avec un livre en anglais. Voilà. Moi, je ne donne plus mes trucs comme ça, gars. Bon, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Pour la formation des talents, ceux qui veulent venir avec nous le 21 mai, bah, connectez-vous. Et ceux qui veulent nous suivre à Dubaï, franchement, l'expérience en vaut la peine, quoi. Venez à Dubaï. Il y aura beaucoup de choses. Avec le code Brice, on va voir beaucoup d'éléments. Je vais parler du but, de la destinée. Vraiment, je vais parler du business en ligne. Je vais parler de la marque, comment bâtir sa marque. Je vais parler on va parler de beaucoup de choses. Le coach il va parler de l'art oratoire, de la créativité empirique. Il va parler du storytelling. On aura beaucoup de choses à développer en fait. On aura beaucoup de choses à développer pendant cette période à venir. On a des gens qui viennent déjà. On veut juste un petit groupe. Hein. On ne veut pas plus de 20 personnes. C'est juste un petit groupe. Et rejoignez-vous à nous en fait. Soyez bénis. Bye bye.